En général, Monsieur Frédéric Vaud, de votre présence cet après-midi. Je crois que vous êtes accompagné de Madame Cécile Berton, qui est votre directrice de cabinet. Nous vous recevons dans cette salle Médicis pour, comme je le disais à l'instant, respecter les règles sanitaires. Et votre audition s'inscrit évidemment dans un point de vue général que nous avions souhaité sur la sécurité, et notamment en prévision de ce texte dénommé sécurité globale que nous avons en charge désormais dans cette maison depuis le 26 novembre dernier. C'est la raison pour laquelle M. Daubresse, qui en est le rapporteur, puis exactement le co-rapporteur, avec notre collègue Loïc Hervé, qui nous rejoindra sûrement, est naturellement présent. Et puis notre collègue Henri Leroy, qui est le rapporteur, lui, de tous les sujets, des avis budgétaires sur la sécurité, est également présent. Bien sûr, les autres sont là. Nous sommes aussi intéressé de vous entendre, certes dans le cadre de ce texte, mais pas seulement, puisque le livre blanc de la sécurité intérieure a été rendu public il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, et d'ailleurs il fait un certain nombre de propositions, et qu'à travers ces propositions, certaines d'ailleurs qui ont été reprises, viennent de cette maison et du Sénat en particulier, et nous en sommes ravis. Cela dit, nous aimerions en avoir votre point de vue sur ce sujet. L'objet de cette audition, je le rappelle, est d'abord opérationnel, pour apprécier ou appréhender plus exactement les conditions dans lesquelles aujourd'hui la police nationale exerce ses missions. Il n'était pas prévu, mais l'actualité est ainsi, que cette audition soit éclairée par les événements plus récents que nous venons de vivre sur le territoire national, à la fois des violences commises par des personnalités individuelles de la police nationale sur des manifestants, une polémique qui s'ouvre sur des sujets liés aux dispositions de l'article 24 de la loi du projet de loi, de la proposition de loi, relative à la sécurité globale, apporte évidemment des éléments de contexte qui font que votre audition a pour nous une importance grande, ou encore plus grande. Elle l'était déjà, naturellement, mais encore plus grande. Voilà ce que je souhaitais vous dire. En propos de début de débat, en insistant sur un point qui fera en fait ma question, finalement, avant de vous laisser la parole. Nous entendons, nous lisons que nos policiers n'auraient pas de temps de formation suffisant, qu'ils mériteraient d'être peut-être formés plus longtemps, peut-être dans leur formation continue d'être plus souvent, j'allais dire, j'ose pas dire évalués, c'est peut-être pas le terme, mais qu'il y ait une formation continue plus soutenue. Voilà, je dirais les choses de cette manière-là. Nous interrogeons sur ce point, puisque cela commence à faire, outre quelques articles de presse, c'est la vérité qui nous intéresse, et moins ce que l'on peut lire ou entendre dire ici ou là. Voilà, monsieur le directeur, ces quelques propos. Je vous laisse le soin de dire ce que vous avez à dire, ce que vous souhaitez nous dire, et puis ensuite, je demanderai à nos rapporteurs respectifs et aux collègues qui sont là de pouvoir vous poser quelques questions. Nous sommes donné 1h30 d'horloge. J'essaye de veiller au respect de ces horaires. Merci à vous. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous souhaitez que je reste masqué ou si je parle un visage découvert. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous exposer les attentes de la police nationale dans la mise en œuvre des politiques de sécurité qui mobilisent aujourd'hui non seulement les forces de sécurité intérieure, mais qui doivent également impliquer davantage les polices municipales et les acteurs de la sécurité privée. La police nationale est convaincue de l'importance de ce continuum de sécurité et de la nécessité de tisser localement un partenariat étroit avec les élus et les citoyens. Les policiers municipaux sont dorénavant des acteurs incontournables de la sécurité du quotidien. Ils assurent une présence sur la voie publique totalement complémentaire de celle des policiers nationaux. Ils sont d'ailleurs à ce titre souvent confrontés aux mêmes risques et je voudrais avoir une pensée particulière pour la policière municipale qui avait été victime d'un attentat terroriste.
Au cours de cette année 2020, par exemple, les polices municipales ont eu un rôle déterminant aux côtés des policiers et des gendarmes pour assurer du respect des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire et dresser des contraventions. Dans le cadre des orientations que leur donnent les maires et des conventions de coordination que l'État signe avec les polices municipales, des patrouilles mixtes ou des opérations conjointes sont régulièrement organisées. Il existe même de plus en plus des locaux contigus entre la police nationale et la police municipale, proposant des accueils communs. Quant aux centres de supervision urbains, ils sont évidemment un lieu d'échange opérationnel très précieux entre nos forces. Le partage d'informations est essentiel pour la mise en œuvre des dispositifs de sécurité. Dans certaines grandes villes, par exemple, des protocoles ont été signés afin d'associer officiellement la police municipale au plan national de lutte contre les stupéfiants, avec l'envoi des informations des policiers municipaux à la cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants. Les polices municipales participent également systématiquement aux 949 groupes de partenariat opérationnel créés dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Et vous le savez, ces dispositifs de proximité parviennent à régler de nombreux problèmes très concrets ayant trait à la sécurité. Au titre des progrès réalisés au cours de ces dernières années, il convient de souligner l'interopérabilité permettant depuis 2015 aux policiers municipaux d'être accueillis sur les réseaux de radiocommunication des forces de sécurité intérieure grâce à des conférences dédiées. Enfin, depuis le 1er juillet 2019, l'accès des policiers municipaux a été généralisé à 2 fichiers de police, le SIV pour les immatriculations des véhicules et le SNPC pour les permis de conduire. Nous pouvons encore aller plus loin dans l'accès aux fichiers, à condition que les informations communiquées correspondent évidemment strictement aux nouvelles prérogatives des polices municipales. Je suis par ailleurs très favorable à étendre les pouvoirs confiés aux policiers municipaux, avec cependant quelques limites qui me paraissent essentielles. Ils ne doivent pas participer aux opérations de maintien de l'ordre, ni réaliser des investigations. En matière judiciaire, cela signifie que s'il est pertinent qu'ils puissent constater davantage d'infractions, cela doit se limiter aux faits dont la matérialisation ne nécessite aucun acte d'enquête. L'objectif n'est pas en effet de créer une police concurrente des forces de sécurité intérieure, avec des compétences croisées, mais plutôt de mieux répartir les tâches entre policiers et gendarmes d'une part et policiers municipaux d'autre part, dans le but de mobiliser prioritairement les premiers sur les missions qui relèvent du régalien. Dans ce cadre, l'expérimentation de 3 ans dans des communes volontaires et disposant de polices municipales d'au moins 20 agents, après une formation à laquelle la police nationale pourra continuer d'apporter son expertise, sera sans doute bien accueillie dans les commissariats. Les activités de la sécurité privée sont en plein développement. La professionnalisation de ces acteurs économiques doit retenir toute notre attention, notamment dans la perspective de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Cette croissance doit s'accompagner de garanties qui sont prises en compte dans le texte qui vous est soumis, telles que la limitation de la sous-traitance, le renforcement des conditions d'entrée en profession et le contrôle. La proposition de loi contient également des dispositions très attendues par les forces de l'ordre dans le domaine de la captation d'images, qui impose un cadre juridique solide et respectueux des libertés publiques. Les dispositions prévues permettraient aux policiers de travailler dans une totale sécurité juridique, avec les moyens techniques les plus modernes et selon des modalités qui correspondent à leurs besoins opérationnels. Je pense en premier lieu aux caméras piétons, dont le développement est attendu par les policiers, en quantité et en qualité, qui pourraient renvoyer les images en temps réel vers les centres de commandement, mais aussi vers d'autres policiers sur la voie publique. Dans ce registre, il me paraît également indispensable que les policiers puissent eux-mêmes consulter les images avec les garanties qu'elles ne puissent pas être, bien sûr, altérées. Par exemple, pour relever le numéro d'une plaque d'immatriculation qui leur aurait échappé pendant l'action. De la même façon, le cadre juridique proposé pour l'usage des drones est conforme à nos besoins opérationnels.
par exemple pour apporter un appui au personnel au sol dans le cadre d'une manifestation, pour constater des infractions ou pour réguler des flux de transport. Dans ce champ de la captation d'images, des garanties parfaitement justifiées sont prévues. Pas de modification des images, pas de captation des lieux privés, durée limitée de conservation. Outre l'engagement à les respecter strictement, de nombreux dispositifs techniques peuvent nous y aider. Depuis les attentats de 2015, les policiers sont autorisés à porter leurs armes hors service s'ils en font la demande. En effet, l'article R 434-19 du CSI dispose que lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. L'actualité nous rappelle régulièrement la pertinence de cette mesure. Or, il est malheureusement arrivé que des policiers se voient interdire l'accès à une salle de spectacle ou à un stade en raison du port de leur arme de service. Il est donc nécessaire de pouvoir remédier à cette difficulté. La protection des policiers est un sujet qui, je le crois, nous soucie tous. Nous avons encore en mémoire l'assassinat barbare de 2 fonctionnaires de police, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, chez eux, à Magnanville, le 13 juin 2016. Cette affaire a profondément marqué les policiers. Un couple assassiné à leur domicile uniquement parce qu'ils étaient policiers. Les exemples sont malheureusement de plus en plus nombreux d'agressions physiques et verbales à l'encontre des policiers, principalement dans l'accomplissement de leur mission, mais aussi dans leur cadre privé, en raison de leur qualité, et pire parfois, à l'encontre de leur famille. La chose qui m'a le plus frappé depuis que j'ai pris mes fonctions le 3 février dernier, c'est le niveau de violence et le nombre d'agressions qui touchent les policiers, même dans des territoires que nous pourrions croire préservés. Dernier exemple en date, à Cahors le week-end dernier. Les policiers aspirent légitimement à ce que leur sécurité soit assurée, leur anonymat garanti et leur famille protégée des conséquences de leur activité professionnelle. Leur attente est donc forte en ce domaine, sans pour autant réclamer ou imaginer que la liberté d'informer soit de quelque façon remise en cause. Je souhaitais également évoquer, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, rapidement, la contribution très intéressante du Livre blanc sur la sécurité intérieure qui a été rendu public par le ministre de l'Intérieur le 14 novembre dernier. Ces travaux se sont appuyés sur une large concertation en interne au ministère de l'Intérieur, mais aussi auprès des acteurs du continuum de sécurité, d'élus, vous l'avez rappelé, et de représentants de la société civile. Même si les quelques 200 propositions de ce livre blanc n'ont peut-être pas toutes vocation à être appliquées, ce document est une source d'inspiration qui comporte des recommandations très complètes et concrètes, par exemple sur le continuum de sécurité ou sur l'organisation de la police nationale. S'agissant des polices municipales et de la sécurité privée, les préconisations sont d'ailleurs totalement en phase avec le contenu de la proposition de loi pour une sécurité globale. Des propositions ont d'ores et déjà donné lieu à une mise en œuvre, comme le développement de la politique de sécurité du quotidien, le schéma national du maintien de l'ordre, annoncé en septembre 2020, et le plan national de lutte contre les stupéfiants, confiant le rôle de chef de file au nouvel office spécialisé, l'Office anti-stupéfiants. De nombreux travaux restent à mener concernant la police nationale, dont l'organisation, qui est parfois qualifiée de tuyau d'orgue, nuit à son efficience et à l'émergence d'une stratégie globale. Le ministre de l'Intérieur a souhaité l'expérimentation au début de l'année 2021 de 3 directions unifiées de la police nationale, les directions territoriales de la police nationale ou les directions départementales de la police nationale, dans 3 départements, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales et la Savoie.
3 DTPN sont depuis 1 an expérimentés en Outre-mer et les premiers résultats sont très encourageants. Dans le prolongement du livre blanc sur la sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur nous a demandé, avec le directeur général de la Gendarmerie nationale, de réfléchir à une meilleure articulation de nos services sur le territoire. Rien n'est encore défini précisément. Ce travail doit s'appuyer sur une évaluation des redéploiements antérieurs, dont les derniers ont été réalisés en 2014. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, avant de répondre à vos questions, comme vous m'y avez invité, Monsieur le Président, je ne peux pas ne pas faire référence aux derniers événements qui ont atteint la police nationale, sans les évoquer cependant, puisque des enquêtes judiciaires sont en cours. Je vous le dis avec beaucoup de force et beaucoup de conviction. Celle d'un homme qui est entré dans la police en 1982 et qui l'a quitté pendant 4 années pour exercer les fonctions de préfet de département. J'ai la faiblesse de penser que je connais bien cette belle institution et les hommes et les femmes qui s'y dévouent. La police n'est pas violente, alors même qu'elle est confrontée en première ligne à la violence comme aucune autre structure dans notre pays. La police n'est pas violente et n'est pas raciste. En vous disant cela, je ne suis pas dans le déni et dans la langue de bois. Je vous livre ce que je vois et ce que j'entends. Je croise quotidiennement les regards de policiers qui sont le reflet et l'expression de notre société, comme peu d'institutions peuvent en faire état. Des hommes et des femmes courageux, professionnels et volontaires, qui répondent toujours présents dans les moments les plus difficiles. Dans ce métier compliqué, qui conduit beaucoup de policiers sur la voie publique, vous pouvez partir en patrouille et vous retrouver à intervenir sur une action très violente. Et j'ai en mémoire l'exemple de l'assassinat monstrueux de Samuel Paty à Conflans, où des effectifs de la sécurité publique de cette circonscription étaient en patrouille et en quelques minutes, malgré le caractère épouvantable de cette scène de crime, ont réagi et ont pu neutraliser l'auteur de cet assassinat dans les conditions les plus professionnelles. Vous avez beau avoir été sélectionné, formé, équipé, encadré, arrive le moment de la décision, du geste que vous allez devoir faire en un quart de seconde. C'est ce qui rend ce métier passionnant, mais aussi exigeant et exposé, car vous engagez énormément de choses avec la décision que vous prenez. Dans ce contexte, certains, heureusement très peu nombreux, mais malheureusement encore trop nombreux, s'égarent en commettant des actes contraires à la loi et ou au code de déontologie. La police nationale les sanctionne sévèrement à la suite d'enquêtes conduites par l'IGPN, bouc émissaire un peu trop facile dans ces circonstances, et par les groupes spécialisés en charge des affaires disciplinaires relevant des directions actives. Face à ces situations, j'ai une double exigence. Tirer toutes les conséquences de ces actes et sanctionner les comportements contraires à nos lois, à nos valeurs et au pacte républicain. Adapter nos méthodes et nos pratiques. Je vous le redis avec force, la violence et le racisme n'ont pas leur place dans la police. Je vous le dis avec confiance, car j'ai beaucoup d'estime, de considération et de reconnaissance pour les policiers que j'ai le privilège de diriger. Vous pouvez aussi leur faire confiance. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, la tâche de la police nationale est rude, vaste, dans un univers qui se complexifie et dont tous ceux qui ne veulent pas respecter nos règles savent saisir les opportunités. Nous avons donc besoin de l'aide de tous dans cette dynamique du continuum de sécurité où chacun trouvera sa place sans empiéter sur les compétences de l'autre. Merci, Monsieur le Directeur. Alors, je vais donner la parole aux collègues qui le souhaitent, peut-être nos rapporteurs, qui de M. Daubresse et de M. Hervé souhaitent s'exprimer. M. Daubresse.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je dois vous dire que j'adhère tout à fait à la fin de votre propos et qu'étant moi-même fils d'un inspecteur principal devenu commissaire divisionnaire de police, je peux voir l'évolution des choses entre ce qu'était sa fonction, qui était déjà rude à l'époque, et la violence qui s'exprime aujourd'hui, et que vous trouverez, je ne pense pas trahir la pensée de mes collègues, beaucoup de soutien pour que l'on puisse garantir la protection des policiers qui, dans leur immense majorité, font très bien leur travail. Je concentrerai mes questions sur deux choses. Les évolutions prévues dans la loi sécurité globale sur les polices municipales, et puis bien sûr l'article 24, auquel le président Buffet a fait allusion, et mon collègue Loïc Hervé vous parlera plus des questions de images, drones, caméras autoportées, etc., que vous avez évoquées vous-même. Sur la question des polices municipales, vous nous avez expliqué que vous aviez déjà, ce qui est le cas, effectivement, beaucoup d'actions communes avec police nationale, police municipale, des locaux contigus, des conventions de coopération. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour évaluer aujourd'hui la coopération entre police nationale, gendarmerie nationale et police municipale? Combien ça représente de conventions de coordination? Est-ce qu'elles sont actuellement obligatoires pour les seules polices municipales de plus de 3 agents? La difficulté qu'on a, vous comprenez bien, dans la proposition de loi qui nous arrive de l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas eu d'avis du Conseil d'État. Donc nous posons un certain nombre de questions, nous n'avons pas toujours de réponse. Et quelle est votre appréciation plus globale sur l'expérimentation proposée? Est-ce qu'elle vous paraît de nature à alléger les tâches des policiers et des gendarmes? Et comment vous voyez la montée en puissance des polices municipales? Et comment vous voyez le cadrage de... Moi, j'ai été maire pendant 30 ans aussi, vous savez, donc bon, j'ai dirigé une police municipale. Le maire, il n'est pas... bon, certes, il a un titre d'officier de police judiciaire, mais il n'est pas sous l'autorité du procureur de la République. Donc, quand il y a des interpellations qui se font, quand on élargit les compétences, si on permet, ce qui est le cas dans la loi de sécurité globale, d'intervenir, par exemple, sur des constats de possession de stupéfiants, tout ça pose des problèmes juridiques importants. Vous avez, je pense, aujourd'hui, tout ça est très stabilisé entre la police et le procureur. Tout ça se fait sous contrôle, avec des PV qui sont transmis. Comment vous voyez? Parce que opérationnellement, c'est compliqué quand même. Parce que quelque part, ça ne peut pas être un procès-verbal fait par un policier municipal, souvent pas assez formé, qui permet de gérer ce genre de choses. Il y a un formalisme qu'on prévoit de le faire par les directeurs des polices municipales quand ils existent. Comment vous voyez les choses opérationnellement? C'est ma question. Et puis, le ministre de l'Intérieur y a fait allusion lui-même hier à l'Assemblée nationale, et le président Buffet aussi, sur le nécessaire renforcement de la formation des agents de police municipale. Je suis complètement en phase avec tout ça pour avoir constaté opérationnellement qu'il y avait quand même beaucoup de failles dans la formation juridique des policiers municipaux, même si leur formation technique et sportive est bien parachevée, mais la formation initiale me semble présenter des lacunes. Et évidemment que vous pouvez jouer un rôle, vous devez jouer un rôle important dans tout ça. Ça, c'est mes principales questions sur la police municipale. J'en viens sur l'article 24, qui, comme vous le savez, est un article qui crée une infraction de diffusion du visage ou de tout élément d'identification dans le but qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Comment peut-on caractériser un délit d'intention qui n'existe pas en droit français? Comment peut-on porter atteinte à une intégrité psychique, même si on voit bien l'objectif de l'article, qui est quand même de répondre à cette horrible affaire de Magnanville en particulier, mais qui caractérise bien d'autres faits sur la violence de la mise en exergue de certains policiers sur les réseaux sociaux. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement pour empêcher ou réprimer la diffusion malveillante des données personnelles des agents en intervention? Est-ce que vous pensez que le texte envisagé y répond? Est-ce que vous pensez, à contrario, que le texte qui est envisagé, puisque malheureusement on est dans cette confusion et interpénétration de textes sur l'article 25 du projet de loi
désormais appelé valeurs de la République, qui couvre le même domaine, est-ce qu'il y répond mieux? Est-ce qu'il fallait faire une incrimination via le droit de la presse ou est-ce qu'il fallait faire une incrimination via le code pénal? Si on le fait via le code pénal, les sanctions encourues sont beaucoup plus fortes. Bon, je ne vous demande pas évidemment de répondre de manière politique, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur, mais comment vous, opérationnellement, vous pensez qu'on atteint, bien sûr que nous sommes tous en face pour mieux protéger les policiers en particulier, mais aussi d'autres agents du service public, comment pensez-vous qu'on puisse atteindre au mieux les objectifs recherchés à travers ces deux écritures qui existent aujourd'hui, celle du 24 de la sécurité globale et celle du 25 qui va arriver prochainement puisqu'elle passe au Conseil des ministres le 9 décembre et prochainement au Conseil d'État. Je ne reviens pas sur le reste parce qu'il y aurait tellement de questions à poser, mais c'est l'essentiel. Merci, monsieur le rapporteur. Peut-être monsieur Loïc Hervé, monsieur le directeur national. Bien volontiers, monsieur le président. Merci, monsieur le directeur général. En complément des questions posées à l'instant par Marc-Philippe Daubresse, je voudrais, moi, m'attacher à une question que vous avez déjà touché du doigt dans votre intervention, concernant les drones, concernant son utilisation actuelle par les services de la police nationale, par son régime juridique actuel, et à supposer que, évidemment, la loi lui donne un régime plus robuste. Et est-ce que vous pouvez nous donner, avec des exemples chiffrés ou des exemples concrets, la manière dont ces drones sont utilisés dans les différentes missions de la police nationale, le maintien de l'ordre d'une part, mais également d'autres missions. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a un régime juridique différent ou est-ce qu'il y a un régime juridique différent à avoir avec les caméras gyroscopiques utilisées sur des hélicoptères qui peuvent, sur des événements notamment de maintien d'ordre, être utilisés avec, j'imagine, un opérateur qui doit être dans l'appareil et qui peut être amené à filmer un certain nombre d'événements en cours et aller retransmettre à vos personnes sur le terrain. Ensuite, sur les caméras mobiles, quel retour d'expérience pouvez-vous faire de ces premières années d'utilisation? On sait qu'il y a pas mal de retours eu égard à la qualité de ces caméras, notamment la question des batteries. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'on arriverait à avoir une solution technique beaucoup plus solide et peut-être une solution technique d'ailleurs nationale ou européenne, permettant aussi de développer des équipements qui soient des équipements souverains et qui ne nous fassent pas être dépendants seulement de produits fabriqués en Asie du Sud-Est. Et enfin, sur l'article 22 bis, donc, qui concerne les caméras embarquées dans les véhicules, quelle est la pratique actuelle et quel est le cadre juridique actuel et celui que vous préconisez pour ces caméras donc, qui sont essentiellement sur le tableau de bord des véhicules? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Peut-être monsieur Henri Leroy, et puis ensuite je vous laisserai la parole pour réponse. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, votre intervention s'inscrit dans la philosophie du livre blanc. On l'a bien senti dans tous les développements, notamment qui concernent la police, l'union, gendarmerie, police nationale, police municipale. Vous avez parlé de la formation, vous avez parlé du recrutement. Très sincèrement, aujourd'hui, quand on voit comment sont traités les policiers, est-ce bien de leur faute, Monsieur le Directeur général, en ce sens qu'il est vrai que les forces de sécurité sont employées sur des missions dont ils n'ont pas la formation. On sait très bien que la formation initiale a été raccourcie de 8 mois à 12. Il y a une crise du recrutement où, effectivement, fut un temps, il y avait 6 fois plus de candidats pour un poste qu'il y en a pratiquement aujourd'hui. Et ils n'ont quasiment plus le temps de faire une formation continue, et vous en avez parlé. Cette formation n'est pas satisfaisante même pour la voie publique, alors qu'on emploie de plus en plus des formations qui ne sont pas formées à la technique du maintien de l'ordre, qui est une technique particulière, qui est une technique qui s'apprend dans les écoles. On voit bien que ce soit les deux formations spécialisées dans le maintien de l'ordre, la gendarmerie mobile et les CRS, sont pas souvent impliqués dans ce qu'on a appelé injustement
les violences policières, parce que ce sont des violences de policiers ou de gendarmes, mais ce ne sont pas des violences policières, parce que violences policières consiste à incriminer toutes les deux corporations. Vous parlez aussi de la police municipale et du continuum de sécurité. C'est pour cela que je dis effectivement que ça s'inscrit totalement dans le livre blanc. Alors, il y a une question qui intéresse vraiment tous les élus, et notamment les maires, qui sont les élus de proximité qui recrutent et qui paient les polices municipales. Est-ce qu'il est envisagé, parce que je ne l'ai pas trouvé dans la lecture du livre blanc où il y a un grand chapitre sur le rapprochement des forces de sécurité, il n'est pas marqué exactement de façon très claire quelles seront les tâches qui seront dévolues à la police municipale. Si ce sont les tâches indues aujourd'hui supportées par la police nationale et la gendarmerie, les maires, qui sont les porteurs financiers de recrutement, comme je disais, ne seront certainement pas d'accord pour s'inscrire dans cette reventilation et cette union des forces. Et puis, je voudrais aussi vous dire que aujourd'hui, d'employer ces gens-là dans des missions extrêmement spécialisées où la violence, effectivement, s'exprime de façon intolérable vis-à-vis de la police nationale, vis-à-vis des forces de sécurité engagées. Alors, ma question, surtout, parce que cette formation n'est pas satisfaisante. Nous l'avons d'ailleurs couché noir sur blanc dans le rapport qui a été fait suite à la commission d'enquête qui a été réalisée pendant 6 mois au contact du terrain, au contact de tous les responsables, au contact des policiers, des syndicats, par le Sénat, et qui a été remis au Premier ministre ainsi qu'au ministre de l'Intérieur de l'époque. D'ailleurs, on sent dans ce livre blanc que j'ai lu, c'est vrai qu'il faut au moins 1 ou 2 week-ends pour l'avaler. C'est vrai que, sincèrement, et j'ai repris le rapport du Sénat, on voit que tout ce qui a été constaté sur le terrain par cette enquête se retrouve dans le livre blanc. Mais ma question est très claire. Comment envisagez-vous, 1, le recrutement, 2, le paiement des policiers municipaux, et surtout les tâches qui leur seront dévolues ? Merci, monsieur. Monsieur le directeur général, vous avez la parole, et ensuite je donne la parole à 3 autres collègues. Merci, monsieur le président. Donc, en réponse à monsieur le sénateur Daubresse, et ça rejoint un peu la question que posait monsieur le sénateur Leroy, de savoir de la manière dont on aborde l'attribution de nouvelles compétences aux polices municipales. Le pire serait d'imaginer ou de mettre en œuvre un transfert de charges qu'on considérerait indu pour la police et la gendarmerie à destination des polices municipales, avec bien sûr le reproche qui nous serait fait légitimement de dire, voilà, une fois de plus, l'État se décharge de ses responsabilités sur les collectivités pour ne garder que ce qui l'intéresse, avec peut-être parfois la remarque aussi de ce que l'État se décharge sans donner les ressources pour y faire face. Pour avoir été préfet, c'est un reproche que j'ai entendu souvent. Enfin, nous, dans notre esprit, ce n'est absolument pas l'objectif que nous nous fixons. Et comme vous l'avez compris dans mon propos introductif, c'est vraiment d'arriver à trouver un équilibre entre ce qui revient des fonctions régaliennes des services en charge de la sécurité publique et de ceux qui peut relever d'une présence de proximité comme celle que nous constatons de plus en plus de la part des polices municipales. Aujourd'hui, là où elles sont installées, tout le monde peut remarquer, quand les maires ont fait le choix de développer une vraie police municipale, je ne parle pas de quelques agents qui assurent la police du stationnement, et ce n'est pas péjoratif dans mon propos, mais on voit bien qu'il y a 2 façons d'aborder le rôle et les missions des polices municipales selon la conception qu'en a le maire. Là où les polices municipales sont en place et se développent, on peut constater des policiers municipaux bien sélectionnés, formés et dotés d'un matériel tout à fait performant qui, en général, s'accompagne aussi d'un réseau de vidéoprotection pour les villes concernées à la hauteur
des objectifs qui sont poursuivis. Donc, il est important de concevoir ces nouvelles responsabilités confiées aux polices municipales comme étant un des éléments du continuum de sécurité et pas de transfert de charge entre la police, la gendarmerie et les polices municipales. Je rejoins la remarque sous forme de prémonition de monsieur le sénateur Daubresse sur le fait que le maire ne doit pas être sous l'autorité du procureur de la République. Il doit pouvoir, de mon point de vue, garder toute l'autorité nécessaire vis-à-vis de sa police municipale, même si, dans la mise en œuvre des règles, évidemment, le fait de les transgresser pourrait toujours faire courir le risque de s'exposer à des reproches ou à des poursuites de la part du procureur de la République. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à ce que des pouvoirs d'investigation soient confiés aux polices municipales. On soit bien dans un registre de constatation, et les polices municipales sont sur le terrain. Souvent, on nous fait le reproche de nous dire on voit plus les policiers municipaux que les policiers nationaux. Je ne suis pas toujours d'accord. Vous imaginez qu'en tant que directeur général, je ne peux pas totalement accepter cette remarque, même si elle est parfois faite à raison. Mais donc, cette présence de la police municipale sur le terrain doit se traduire par une multiplication des constatations, de procès-verbaux, qui permettent ensuite aux services en charge des investigations de procéder à ces investigations. Mais si on confiait des compétences d'investigation à la police municipale, on arriverait très vite à des conflits de compétences entre gendarmerie, police nationale et police municipale. Et sans doute que quelques-uns seraient tentés de vouloir encore renforcer ces pouvoirs d'investigation. Donc voilà, c'est ma façon d'aborder de manière générale l'organisation et la répartition des rôles entre police municipale et forces de sécurité intérieure. Vous avez évoqué, Monsieur le ministre, la question de la formation des agents de la police municipale. J'avoue ne pas avoir suffisamment de recul pour me permettre d'apprécier ce niveau de formation. Ce que je constate, c'est que la police nationale contribue à former les formateurs en charge de cette formation des policiers municipaux, notamment pour tout ce qui touche à l'armement, au tir et à la cynotechnie, c'est-à-dire les brigades canines. Je suis bien sûr tout à fait disposé à ce que la police nationale renforce encore et mette à disposition ses capacités de formation à destination des polices municipales, même si, comme vous l'avez observé, monsieur le sénateur Leroy, nous avons quand même en interne un sujet de formation continue, mais j'y reviendrai un peu plus tard en répondant à votre question. Pour ce qui est de l'article 24, le directeur général de la police et les policiers ne sont pas chargés de faire la loi, de l'interpréter ou de la commenter, surtout quand elle est dans une situation où rien n'est encore défini complètement. Donc vous comprendrez que mon propos là-dessus puisse être mesuré et, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, surtout nourri de ce que nous constatons sur le terrain et des attentes exprimées par les policiers face à certaines situations un peu nouvelles, renforcées par le développement de l'Internet et un usage parfois des réseaux sociaux qui n'est pas toujours, je trouve, conforme à l'esprit de nos démocraties. Donc, quelle doit être l'écriture, Monsieur le sénateur? Quel doit être le support législatif? Ce n'est pas à moi d'en juger. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un développement des prises à partie de fonctionnaires de police qui sont filmés ou photographiés dans le cadre de leurs activités professionnelles et dont les photos sont parfois diffusées à dessein sur les réseaux sociaux pour tenter de les identifier ou pour les menacer ou pour tenter de récupérer des données qui permettraient éventuellement de s'en prendre à eux ou développer des discours de haine et d'agressivité à leur égard. C'est difficile, je ne peux pas le diffuser, mais j'ai fait un
petite extraction de documents qui circulent sur Internet à votre disposition, Monsieur le Président, qui montrent des photos de gros plans de policiers, ou de gendarmes d'ailleurs, identifiés à l'occasion de dispositifs sur la voie publique, avec des appels à l'identification de ces policiers sur des sites dont on peut penser qu'ils n'ont pas une affection particulière pour la police et pour la gendarmerie. Donc je pense qu'il faut qu'on ait les moyens juridiques de faire condamner les auteurs de ces faits. Ça me paraît tout à fait indispensable. Et là, on n'est pas au niveau de l'intention, on est au niveau de la réalisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je pense, on est en capacité devant un tribunal de faire la démonstration que ce qui est produit sur ces sites sur Internet est bien dans la volonté de nuire, et de nuire en particulier à ces personnes qui sont photographiées en uniforme de police ou de gendarmerie. Donc je crois qu'on a besoin de cette sanction juridique forte, quel qu'en soit le moyen. Je pense que l'échange juridique aujourd'hui disponible ne couvre peut-être pas parfaitement toutes les opportunités dont se saisissent ces individus sur Internet, et qu'il nous faut absolument avoir ce support juridique qui nous conduise pas à condamner l'intention, mais bien l'acte délibéré de chercher à nuire à ces personnes. Et je pense aussi que dans cette situation extrêmement compliquée, même si juridiquement ça n'est peut-être pas parfait, peut-être que des spécialistes du droit pénal se livreront plus tard dans des revues spécialisées à une exégèse des textes, mais je crois aussi que les policiers et les gendarmes, je ne peux pas forcément parler au nom des gendarmes, mais pour en parler souvent avec le directeur général de la gendarmerie, ils ont besoin de sentir que tous les moyens juridiques possibles sont aujourd'hui disponibles pour faire en sorte que celles et ceux qui se livrent à ce type d'action soient punis et sanctionnés. Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le sénateur Hervé, sur... C'est-à-dire, c'était... Monsieur le ministre, c'est vous qui évoquiez le sujet de l'article 24, pardon. Monsieur le sénateur Hervé, vous avez parlé donc des drones, de l'utilisation qui en est faite et du régime juridique qui l'accompagne. Nous sommes très demandeurs d'avoir un régime juridique stabilisé pour l'usage de la captation d'images au moyen d'aéronefs, puisque vous avez évoqué l'aspect hélicoptère qui rejoint quand même beaucoup effectivement la captation d'images qui peut être faite en employant des drones. Nous avons besoin d'avoir un régime juridique consolidé. Celui auquel nous avons recours n'est pas stabilisé, et on l'a bien vu avec la décision du Conseil d'État relative à l'état d'urgence sanitaire qui a fait que nous avons dû mettre fin à l'utilisation des drones au moment de la crise sanitaire. On n'a pas d'exemple chiffré aujourd'hui. Ce que je peux vous dire sur les chiffres, c'est que dans la police nationale, nous avons aujourd'hui, toutes directions confondues, 188 équipements de type drone qui sont disponibles dans différentes unités selon l'emploi qui en est fait. Il y a des unités d'intervention comme le RAID qui envoie un drone en reconnaissance du théâtre d'opération dans lequel ils vont intervenir. Il y a des services de surveillance aux frontières comme la police aux frontières qui utilisent les drones dans le Pas-de-Calais par exemple pour assurer la surveillance des plages et éviter que des migrants s'embarquent sur des radeaux de fortune et s'exposent à des risques et migrent vers le Royaume-Uni sur des distances qui sont quand même assez importantes. On ne pourrait pas imaginer qu'on puisse mobiliser des effectifs uniquement pour assurer cette surveillance. Également à la frontière franco-italienne où les étrangers en situation irrégulière qui cherchent à pénétrer sur notre territoire empruntent parfois la ligne Vintimille-Menton, mais aussi utilisent beaucoup de sentiers ou de chemins dans l'arrière-pays qu'il est très difficile de détecter, notamment pendant la nuit. Et donc la PAF développe aussi ce type d'activité. La police judiciaire qui s'en sert aussi dans la préparation de ces opérations, dans des interventions ou dans des surveillances qui ne permettent pas une approche humaine en proximité. Je pense parfois, par exemple,
à des camps occupés par la communauté des gens du voyage, qui se spécialisent dans l'attaque de fret ou tout autre type de délinquance. Et enfin, nous avons une utilisation très maîtrisée et très modérée par la sécurité publique dans les situations où des manifestations de voie publique dégénèrent et qu'il nous est absolument nécessaire de pouvoir identifier la manière dont les forces employées vont être dirigées vers tel ou tel endroit parce que des casseurs sont en action. Et à la fois, il faut pouvoir piloter l'action des forces de l'ordre, mais aussi être en capacité, si c'est possible, d'identifier, de localiser ceux qui se livrent à des actes de violence ou de destruction pour nourrir les procédures judiciaires qui ne manquent pas d'être conduites à la suite de ces exactions. Donc, je vous confirme, Monsieur le Sénateur, que le régime juridique pour encadrer tout ça et préserver la vie privée, légitimement la vie privée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas filmer les entrées d'immeubles, les terrasses d'immeubles, avec des dispositifs de floutage qui sont parfois extrêmement difficiles à mettre en œuvre et qui rendent finalement l'exploitation opérationnelle des images qui sont envoyées tout à fait difficile à comprendre. Et enfin, vous me posez une question sur les caméras embarquées. Il n'y a pas de système de caméra embarqué pour le moment pour les véhicules de police. Quand ça se fait, c'est du bricolage interne, si vous me permettez cette expression, et ça n'est pas autorisé, ça n'est pas encadré. Mais on voit bien que nous avons à faire face de plus en plus à des refus d'obtempérer d'individus qui cherchent à échapper à la police. Et donc, il est souvent très difficile à la fois d'assurer la conduite en toute sécurité, de pouvoir noter tous les éléments qui peuvent être utiles ensuite aux investigations et aussi permettre, en cas d'accident ou de mise en cause de la police, qu'on soit en capacité, au travers des images, d'établir que la police a respecté parfaitement les règles dans le cadre de son intervention. Et donc, comme pour les caméras piétons, les caméras embarquées, la police y est très favorable à cette généralisation et à son usage le plus large possible. On n'a pas peur de montrer ce qu'on fait. Plus on le montrera, plus on pourra justifier du bon accomplissement de nos missions, mieux ce sera pour tout le monde, je pense. Monsieur le sénateur Leroy, on a déjà eu l'occasion d'évoquer tous ces sujets en parlant du budget de la police nationale, et je connais votre intérêt pour les questions de formation dans la police nationale, et vous posiez la question, et j'avais presque la réponse pendant que vous la posiez, puisque le ministre de l'Intérieur l'a posé lui-même à peu près en ces termes hier soir, en disant « Est-ce bien la faute des policiers ?» C'est effectivement d'abord la responsabilité du directeur général et sans doute des ministres, puisque le ministre de l'Intérieur l'a exprimé comme ça, de cette façon hier soir. Mais chaque fois, d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse, chaque fois qu'un policier est blessé grièvement, ou pas grièvement d'ailleurs, ou tué, ou que des événements comme ceux qui se sont produits la semaine dernière arrivent, pour moi, en tant que directeur général, c'est un sentiment d'échec. C'est-à-dire que ma responsabilité, c'est de faire en sorte que toutes les opérations de police se passent bien, que les policiers de ce pays rentrent chez eux en bonne santé à l'issue de leur temps de travail, en bonne santé physique et sécurisés de manière juridique. Pour ça, ils ont besoin d'être sélectionnés, ils ont besoin d'être formés de manière suffisante au niveau initial et de continuer à être formés tout au long de leur vie professionnelle. On peut avoir des débats sur la manière dont la formation initiale est organisée. Vous savez qu'elle se déroulait sur Alors, la formation initiale des gardiens de la paix, c'est 2 ans. Au départ, il y avait 12 mois de formation théorique, 12 mois de stage. Et depuis cette année, donc, les gardiens de la paix ne suivent plus que 8 mois de formation théorique et 16 mois de stage. Il y a des débats qui existent entre spécialistes de la formation pour dire est-ce que la durée de la formation est un préalable essentiel, incontournable à la qualité de la formation. Je
je n'ai pas d'idée arrêtée sur le sujet. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de moyens à notre disposition pour faire autrement que de former les gens en présentiel. Il y a des techniques d'intervention dans la police où vous ne pouvez pas faire autrement que de les apprendre sur un tatami ou dans un espace sportif. Le tir, ça ne s'apprend que dans un stand de tir, quoique on voit qu'aujourd'hui la réalité virtuelle et augmentée nous permet de faire beaucoup de choses de manière simulée. Et donc la crise sanitaire nous a quand même fait la démonstration qu'on pouvait sans doute délivrer un maximum d'enseignements à distance, qu'on pouvait aussi sans doute beaucoup plus travailler à distance. Le ministère de l'Intérieur et la Police nationale, d'ailleurs, ont fait l'expérience de ces nouveaux modes de fonctionnement et on a pu constater peut-être le retard que nous avions à rattraper en la matière. Donc, est-ce que c'est un problème de temps de formation? Je pense que c'est d'abord un sujet de contenu de formation et de qualité de formation. Pour ça, il faut des formateurs, il faut les recruter, les former et qu'ils soient disponibles, comme je l'ai dit, tout le temps de la vie professionnelle. Et c'est là sans doute que la Police nationale a une marge de progression très importante à faire. D'abord parce que, naturellement, je pense qu'on n'est pas forcément toujours enclin à s'astreindre aux heures de formation continue. On le fait pour tout ce qui touche à l'utilisation des armes, et sans doute pas assez, puisqu'il y a à peu près 65% de policiers qui font leurs 3 tirs réglementaires dans l'année. Quand on a un incident de tir dans la police, l'IGPN, si l'IGPN est saisi, la première chose qu'on regarde, c'est de savoir si vous avez fait vos 3 tirs réglementaires dans l'année. Donc c'est quelque chose d'assez important. Mais pour tout ce qui touche aux 9 heures de formation continue qui peuvent avoir trait aux gestes techniques d'intervention, à la déontologie et à d'autres domaines, on est sur des proportions qui sont très faibles et qui méritent d'être sans doute réévaluées. Et je sais que le ministre de l'Intérieur y est très attentif et va sans doute faire des annonces en ce sens dans les jours qui viennent. Ce qu'il faut aussi dire à la décharge de tout le monde, c'est que depuis 2015, on a vécu quand même des années assez extraordinaires au mauvais sens du terme, avec d'abord les attentats de 2015, 2016 et tout ce que ça a pu produire comme effet secondaire dans l'engagement des forces de l'ordre. On a eu ensuite cette séquence dite des Gilets jaunes qui a énormément mobilisé les forces de l'ordre sur des actions de maintien de l'ordre, comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, avec parfois des effectifs qui étaient employés, qui n'étaient pas tous formés aux techniques du maintien de l'ordre. Et donc, la formation continue, on a sans doute fait les frais, et on ne peut pas être exigeant vis-à-vis des policiers sans nous-mêmes respecter nos engagements en termes de formation continue. Et nous allons nous y attacher dans les jours et dans les semaines qui viennent. Je crois, monsieur le sénateur, avoir répondu à la question auparavant pour ce qui était des tâches indues et du transfert des charges entre la police nationale et la police municipale, et avoir également répondu à vos questions sur le recrutement. Merci, monsieur le directeur général. Alors, j'ai une série de questions. D'abord de M. Jérôme Durin, puis de M. Jean-Yves Lecomte, ensuite Marie-Pierre de la Gontrie, M. Thani Mohamed Souali et M. Alain Marc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, merci de votre présence. La confiance des Français vis-à-vis de la police a baissé de 8 points selon le baromètre annuel du CEVIPOF. Ça reste une institution très appréciée des Français, un peu moins qu'à l'étranger. C'était à 80% après les attentats. Est-ce que le sujet central dans la période, est-ce que ça n'est pas quand même un sujet de réconciliation entre la police et les citoyens? J'ai entendu les mots que vous avez prononcés, la foi et la confiance que vous affirmiez envers les valeurs de cette institution, mais vous êtes ici au milieu d'élus politiques qui savent bien que la vertu du plus grand nombre n'efface pas les égarements de quelques-uns. On a payé pour savoir. Donc, est-ce que ce sujet n'est pas aussi important au niveau de l'institution elle-même que de chaque policier sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets de coordination, de commandement, de transparence, de contrôle? Je pense aux images, on parle beaucoup des images en ce moment.
L'effectivité du droit d'accès aux images pour les citoyens vient d'être... on vient de démontrer qu'elle avait été défaillante dans une affaire qui est sortie récemment. Est-ce qu'il n'y a pas un régime unique qui nous permettrait d'avoir une réponse à la fois pour protéger les policiers et puis pour faire baisser la pression avec les citoyens? Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur Général. Alors, tout à l'heure, vous nous avez montré ces photos de policiers qu'on cherche à identifier. La démarche, malheureusement, nous en avons aussi vu les conséquences sur le professeur Samuel Paty. C'est un problème général des réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est légitime de faire quelque chose de spécifique pour la fonction pour les policiers, alors que ça devrait être finalement quelque chose à la fois d'équilibré, mais qui réponde au problème global de l'évolution de la société et des réseaux sociaux. Je pourrais souscrire à votre conclusion, mais les images terribles, et j'aimerais souscrire à votre conclusion, mais les images terribles que nous avons vues ces dernières semaines posent pour beaucoup de Français un problème de confiance qui s'interroge sur la formation, notre collègue l'a évoqué, et sur le management technique et politique de la police. Et donc, question, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées de ce point de vue-là, à votre niveau et au niveau politique? Enfin, les syndicats de police, souvent, nous indiquent que la pression qui leur est mise sur la politique du chiffre les empêche d'aborder finalement de manière sereine leur relation avec la population. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir de ce point de vue-là? Enfin, concernant la préfecture de police de Paris en particulier, est-ce que vous considérez qu'il y a des évolutions à faire pour harmoniser sur l'ensemble du territoire le fonctionnement et le management de la police? Merci, Monsieur le Comte. Madame Marie-Pierre de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, vous êtes aujourd'hui devant la Commission des lois du Sénat, 24 heures après l'audition très longue du ministre de l'Intérieur par la Commission des lois de l'Assemblée. Et donc, cet agenda est très utile, puisqu'il nous permet de revenir sur des propositions qui ont été faites hier par le ministre et sur lequel vous pourriez nous apporter donc des précisions en tant que directeur opérationnel de ces sujets. Le ministre de l'Intérieur a voulu, utilisant une formule, lister les 7 péchés capitaux à l'origine, je prends ces termes, de problèmes structurels. Donc c'était une première avancée, la reconnaissance de problèmes structurels. Premier point. L'erreur fondamentale, le peu de formation, raccourcir la formation initiale n'était pas une bonne mesure. Comment entendez-vous donc répondre sur ce point? Le sujet de la formation a été évoqué. Néanmoins, pourriez-vous nous donner des précisions en tant que directeur général? Deuxième point, il a indiqué qu'il n'y avait pas assez de chefs présents dans la rue et qu'il faudrait recréer un corps d'intermédiaires d'encadrement plus nombreux sur le terrain. Là aussi, comment entendez-vous mettre en œuvre cette demande? Troisième point, il a annoncé la généralisation des caméras piétons au 1er juillet 2021. Nous savons que ces caméras piétons sont déficientes dans la mesure où elles ont une autonomie très faible qui ne permet pas que le policier la mette en œuvre lorsqu'il prend son service et l'arrête lorsqu'il termine. C'est d'ailleurs une demande du syndicat des commissaires. Est-ce que vous pensez donc cette généralisation possible au 1er juillet 2021 dans des conditions correctes? Le deuxième sujet, c'est votre affirmation selon laquelle, et c'est celle du ministre de l'Intérieur également, il n'y aurait pas de divorce entre la police et la population. Alors, Jérôme Durain, tout à l'heure, a rappelé les opinions favorables. Il faut indiquer que si elles étaient de 80% après les attentats de 2015, elle a chuté à 66% désormais. Et il faut s'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'IGPN. Je ne veux pas vous demander de prendre position sur le sort de l'IGPN. Néanmoins, les policiers, c'est 7% des effectifs de la fonction publique. 55% des sanctions prononcées dans la fonction publique concernent des policiers. On a vu un accroissement de 23% des enquêtes judiciaires confiées à l'IGPN en 2019.
on a vu que 50% l'étaient pour violence. Donc, on ne peut évidemment pas considérer qu'il n'y a pas de sujet sur ce point. Enfin, concernant Magnanville, j'encourage chacun à la plus grande prudence. Le ministre lui-même, le 2 novembre, devant la commission des lois du Sénat, reconnaissait, je cite, « On ne sait pas si ce sont les images sur les réseaux sociaux qui ont fait naître cet attentat ». Donc, dans un moment où on a tendance à prendre des exemples pour illustrer les défauts de tel ou tel procès, je pense qu'il est important d'être très précis. C'est pour ça que je me permettais de donner cette précision. Merci, madame. Monsieur Thani Mohamed Soilihi. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur général. Tout à l'heure, vous avez évoqué les 3 territoires ultramarins qui font l'expérimentation du DTPN, le directeur territorial de la police nationale, qui fait que la PAF et la police nationale se voient réunis et à la tête desquels un seul chef. Vous avez dit que les premiers résultats étaient encourageants. Et effectivement, la commission des lois du Sénat s'est déplacée l'année dernière en Guyane, puisque la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte sont concernés. Et là-bas, vos collègues et l'administration préfectorale nous ont effectivement affirmé qu'il y avait des premiers résultats encourageants. Moi, je pense qu'il faudrait davantage de temps pour porter un jugement, parce que la réforme a moins d'un an d'existence dans certains territoires. Et sans que ça ait un lien, je voulais vous parler de la recrudescence sans précédent de la violence dans mon département, Mayotte, dont une immense majorité est commise par des bandes de jeunes. Est-ce que votre DTPN, M. Cavier, vous a fait remonter cette recrudescence sans précédent, et à votre avis, à quoi est-elle due et quelles seraient les solutions pour y remédier? Je sais que localement, vos collègues revendiquent par exemple un 2e commissariat, puisque ces violences sont essentiellement urbaines. Et chose étonnante, la 2e ville de Mayotte, Koungou, qui a plus de 30 000 habitants, n'a pas de commissariat, par exemple. Donc ça fait partie des solutions qui sont préconisées sur place. Est-ce que pour vous, il faudrait aller vers cette direction? Merci. Merci. Monsieur Alain Marc. Merci, Président. Monsieur le directeur général, ma première observation rejoint un petit peu celle de Madame de la Gontrie concernant les caméras piétons. Je veux juste rappeler que mon collègue Jean-Pierre Decool, quand il était député, nous étions d'ailleurs tous les 2 députés, un siégeant à côté de l'autre, à l'époque a fait passer une PPL sur les caméras piétons, adoptée à l'unanimité à l'époque à l'Assemblée nationale. Il est devenu sénateur et ici nous l'avons tous adoptée. Et chers collègues, vous savez quand est-ce qu'elle a été adoptée? En août 2018, promulguée en août 2018. Depuis août 2018, entre-temps, on a eu quand même les gilets jaunes. Donc, il me semble que l'exécutif aurait pu tenir compte de cet état de fait, surtout quand on regarde d'autres pays où cela existe et où cela marche très bien. Alors, je voudrais savoir, monsieur le directeur général, si vous êtes très content du matériel que vous avez et si la réponse de l'exécutif en la matière est de nature à satisfaire à la fois la représentation nationale et les Français, parce que je ne crois pas que ce soit tout à fait le cas, même si le ministre Darmanin hier a bien dit que ce serait une commande générale, je crois, pour le mois de juin ou de juillet. Deuxièmement, je n'ai pas tout à fait la même lecture quand j'entends les gens à côté de moi quand ils voient les images des manifestations. Du moins, pas tout à fait la même que celle de mes collègues de gauche. Quand on voit des gens qui, armés de barres de fer, s'approchent des policiers, je peux vous dire une chose, c'est que la plupart des gens prennent fait et cause plutôt pour les policiers. Et la réponse à cela, ce sont des gens, malheureusement, qui sont apeurés. Moi, j'aimerais savoir si nos policiers, monsieur le directeur général, ont les moyens d'avoir une réponse appropriée. Je ne vous dis pas ce que pensent beaucoup de gens, ce qu'ils souhaiteraient, mais je crois que ce ne sont pas forcément les réponses médiatiques que nous avons aujourd'hui, qui sont celles de nos concitoyens. Donc je voulais vous dire d'abord tout le soutien que nous vous apportons, les uns et les autres,
et vous dire que j'aimerais savoir quels sont les moyens dont vous disposez dans ces cas-là. Merci, M. Marc. Alors, Mme Boyer, puis M. Bas. Merci. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général. Permettez-moi d'abord de vous exprimer toute ma gratitude au moment où on veut nous imposer un débat que je trouve absolument pestilentiel sur les soi-disant violences policières, même si peut-être certaines retranscriptions d'événements filmés peuvent nous laisser penser qu'il y a des difficultés. Je voudrais simplement vous faire une petite remarque. Il y a une actrice qui s'appelle Alexandra Lamy qui a mis sur les réseaux sociaux un message de soutien et elle a été prise à partie et critiquée de façon très violente vis-à-vis de tous ceux qui viennent casser du flic, pour employer cette expression abominable qui pourtant circule. Mais c'est vrai que des pompiers agressés par les victimes qu'ils viennent secourir, des policiers frappés à coups de pied en pleine mâchoire par un patient hospitalisé, des gendarmes caillassés, etc. Voilà la réalité, malheureusement. Les guet-apens, c'est malheureusement une réalité quotidienne. Vous le soulignez, en 2019, les forces de l'ordre étaient chaque jour la cible en moyenne de, paraît-il, 110 agressions. Et comme beaucoup de Français, comme beaucoup de mes collègues, je voudrais dire combien je suis scandalisée par la répétition de ces actes, parce que, comme ici, je pense que nous sommes tous convaincus qu'il n'y a pas de liberté sans ordre, il n'y a pas d'ordre sans respect de nos valeurs et de nos règles. Mais malheureusement, les chiffres de la violence montent et elle est partout. Et c'est pour ça que je vous réitère ma gratitude. Je ne vais pas faire une liste exhaustive parce que je crois que nos mémoires sont suffisamment imprégnées des tragédies que nous avons dû affronter ces dernières années et que malheureusement nous affronterons encore. Je pense notamment aux trop nombreuses attaques de terroristes islamistes. Mais si la France reste debout, si notre démocratie fonctionne, si on peut vaquer à nos occupations, c'est grâce aux forces de l'ordre et c'est grâce à ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie pour celle des autres. Et je crois qu'on ne mesure pas assez le prix payé par vous tous, par tous les acteurs de la sécurité lorsque vous remplissez vos missions. Et par vos familles également, parce que ça aussi, c'est une réalité qui est souvent ignorée. Et il y a aussi cette expression qui est particulièrement libre dans les médias de personnes qui vont contre la police, ces manifestations où on scande « tout le monde déteste la police » et qu'on a laissé prospérer. Ça aussi, je pense que ça participe à un climat qui est particulièrement délétère pour notre cohésion sociale. Et je voudrais revenir sur un seul point, celui où on entend souvent, en plus, ces manifestations, crier ces mots atroces « suicidez-vous ». Ce qui me semble vraiment abject. Et selon les chiffres fournis par la police nationale, 59 policiers se sont suicidés en 2019, soit 60% de plus qu'en 2018. En juin 2018, le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'état des forces de sécurité intérieure alertait déjà sur le taux de suicide anormalement élevé au sein des forces de l'ordre. Et alors que les menaces, les intimidations et les agressions contre les policiers sont en constante augmentation, il est indispensable de renforcer le dispositif de prévention contre les suicides au sein de la police. La cellule d'écoute, mise en place en 1996, semble inadaptée face à la réalité du terrain. Celle-ci n'aurait reçu qu'environ 300 appels entre le 28 septembre et le 31 décembre 2019, contre 6000 sollicitations pour la plateforme alternative gérée par l'association SOS Policiers en détresse. Moi, je voudrais avoir votre avis, monsieur le directeur, sur cette question. Et je vous remercie pour tout et pour cette réponse. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bas. Monsieur le directeur général, il y a quelques mois, nous vous avons auditionné sur des questions connexes à celles que nous traitons aujourd'hui. Une observation d'abord, rien n'est plus facile que de montrer les forces de l'ordre en action pour une bonne et simple raison, c'est que c'est leur métier de recourir à la contrainte. Elles en ont même le monopole légal. Il faut bien entendu, vous avez parlé notamment de formation, que dans cette action extrêmement délicate et avec toute l'émotion que peut susciter chez les policiers comme chez les gendarmes mobiles d'ailleurs, les agressions dont ils peuvent être victimes, et ce contexte aussi de terrorisme et de menaces et de violences ambiantes, ils respectent les méthodes, les techniques d'intervention qui leur sont enseignées, et que l'encadrement soit suffisant pour qu'il n'y ait pas de débordement. Vous avez proposé
au mois de juin dernier, qu'il ne soit plus recouru désormais, parmi les techniques d'interpellation, à la technique dite de la clé d'étranglement. Un groupe de travail a été mis en place. Je me souviens vous avoir interrogé à l'époque en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire si on n'utilise plus la clé d'étranglement pour maîtriser des individus qui sont réfractaires et qui n'obéissent pas simplement à l'instruction verbale qui va leur être donnée et qui cherchent à s'échapper. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour maîtriser ces individus si on n'utilise plus la clé d'étranglement? Or, le groupe de travail devait remettre ses conclusions le 1er septembre. Je n'ai pas connaissance que des propositions aient été arrêtées, ni que des décisions aient été prises. Et je voudrais bien savoir où vous en êtes sur ce dossier très délicat, parce que j'ai eu le sentiment, pour vous dire la vérité, que la réponse qui a été faite à l'époque était une réponse qui tenait à la pression de l'actualité, et que finalement on se retrouve bien embarrassé de trouver des solutions qui permettent à la police d'être efficace tout en évitant de procéder à des gestes qui pourraient éventuellement avoir des conséquences néfastes pour l'individu qu'on cherche à maîtriser. Merci. Et enfin, Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. Je tiens à vous assurer, comme beaucoup de mes collègues, vous et tous les policiers qui travaillent aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles, de tout mon soutien, même si, naturellement, des actions un peu particulières et, on va dire, difficilement acceptables dans notre pays peuvent poser question. La sécurité, je crois que c'est la protection des plus fragiles et des plus pauvres. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, depuis une série de manifestations assez violentes, moi je l'ai vu dans mon département avec les opérations de Notre-Dame-des-Landes, on voit régulièrement des attitudes très violentes qui sont le fait d'un certain nombre d'individus qui régulièrement font dégénérer les manifestations parce qu'ils poursuivent d'autres objectifs que celui de défendre des libertés. Et très souvent, les gens disent « Mais comment se fait-il qu'il y ait toujours un noyau dur dans des manifestations ?» C'est un noyau dur qui est souvent le même. Comment la police n'arrive-t-elle pas à prévenir les débordements qui interviennent toujours à la fin des manifestations? Donc, quels sont les moyens que vous avez de mieux identifier ces gens qui sont des experts dans leurs gestes et leurs attitudes, et comment peut-on ainsi sécuriser des manifestations? Je vous remercie. Merci, Madame. Eh bien, Monsieur le Directeur général, vous avez la parole pour cette série de questions. Merci, Monsieur le Président. Certaines des réponses recouperont sans doute des questions posées par plusieurs parlementaires, mais j'y reviendrai. Donc, la question, Monsieur le Sénateur, que vous avez posée à propos de la confiance des Français est une question qui est revenue de la part de nombreux de vos collègues, et on la sent bien, cette question présente dans les médias aussi, pas seulement parmi les élus de notre pays. Moi, je ne rejoindrai pas votre expression qui consisterait à dire qu'on a besoin de réconcilier les Français. Je crois que tout le monde fait le constat que, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a un sentiment positif qui s'exprime à l'égard de la police, qui est très largement majoritaire, qui n'est certes pas au niveau de celui qu'on a pu connaître en 2015 à l'époque des attentats, mais qui reste très largement positif. Et souvent, j'en parle avec les personnels que je rencontre, notamment dans les territoires les plus exposés à la délinquance et aux violences, où ils s'interrogent parfois sur le sens de leur mission, sur l'utilité de ce qu'ils font. Ils m'interpellent à juste titre et sur le sentiment qu'ils peuvent concevoir d'une rupture assez forte entre une partie de la population et finalement, pas seulement la police, mais celles et ceux qui veulent vivre en paix dans notre belle démocratie. Donc je pense qu'il y a une partie de la population qui est irréconciliable avec la police. Une partie de la population qui a fait le choix de vivre en marge, de vivre dans la délinquance, d'essayer d'exploiter toutes les failles possibles pour
faire du trafic de stupéfiants, voler, essayer de se soustraire à toutes les règles que nous avons pour bien vivre ensemble. Donc cela, je pense je n'ai pas l'ambition de tenter de les reconquérir. Après, on a quand même globalement, certains d'entre vous l'ont dit, une écrasante majorité de Françaises et de Français qui sont d'abord soucieux de leur sécurité, qui sont parfois questionnés par ce qu'ils voient à la télévision ou lisent dans les journaux, mais qui soutiennent, je pense, toujours la police dans son action. Et nous nous livrons assez régulièrement à des enquêtes de satisfaction qui sont conduites par Ipsos, donc un organisme indépendant dont tout le monde connaît le sérieux, et qui étudie un petit peu et qui essaie de nous éclairer au-delà même des grandes tendances ou des propos qui peuvent être tenus sur le rapport qu'entretiennent les Français avec leur police. Et il y a une chose importante qui se dégage, c'est que le sentiment de confiance à l'égard de la police est d'autant plus fort qu'on a été usager du service public de la police. C'est-à-dire que quand vous demandez à des Françaises et des Français qui ont eu besoin de faire appel à la police, ils se disent c'est super, ça marche, j'ai des chiffres, mais on frôle les 90%. Ceux, par contre, qui la critiquent ou qui s'en plaignent, c'est ceux, finalement, qui se tiennent toujours à l'écart de la police nationale. Et si on considère les évolutions telles que vous le décrivez, par exemple, sur le même sondage, même société qui le fait, en 2017, est-ce que vous considérez que la police travaille bien? 86%. En 2019, 80%. Donc c'est quand même... Alors c'est un sondage interne qu'on ne partage pas avec l'extérieur, mais qui, moi, me laisse confiant sur l'état de notre relation entre la police et la population. Et moi qui suis originaire de la province, quand je parle avec... Alors évidemment, ils savent ce que je fais, mais bon, quand on se connaît, on se parle aussi plus librement. Je pense que le lien tel que parfois on le représente n'est pas forcément celui qu'on retrouve dans la rue, dans les grandes manifestations, ou parfois exprimé dans les médias. Pour autant, est-ce qu'on doit s'en satisfaire? Je ne crois pas. On est aussi lucide sur l'état des rapports entre la société et les institutions, parce que la police est certes sans doute le réceptacle de toutes les critiques et de toutes les violences, mais aujourd'hui, bien d'autres institutions dans notre pays le sont également. Pas besoin de vous dire, à vous, élus de terrain, à quel point l'autorité des élus est contestée. Je l'ai vécu aussi dans les départements où j'ai pu exercer. À quel point les enseignants sont contestés, à quel point le service des urgences dans les hôpitaux sont contestés par des gens qui ne supportent plus rien. Donc il faut sans doute nous interroger, nous, police, nous le faisons, nous travaillons. Un des objectifs que nous avons, parce que je pense que nous sommes, par exemple, c'est un point de faiblesse par rapport à la gendarmerie, monsieur le sénateur, la gendarmerie a un potentiel dans la réserve civile de 30 000 gendarmes. Et nous avons simplement 6 000 réservistes dans la police. Et notamment, parmi ces réservistes, beaucoup d'anciens policiers ou beaucoup d'anciens adjoints de sécurité, mais assez peu, finalement, de personnes issues de la société civile. Et je pense que, outre l'apport, le soutien que pourraient nous apporter ces réservistes, je pense qu'en associant davantage la société civile à notre travail et à nos missions, on pourrait aussi contribuer à renforcer ce lien police-population. On a un handicap par rapport à la gendarmerie nationale, c'est que les réservistes de la gendarmerie sont armés, pas ceux de la police. Et donc, pour leur permettre de conduire des missions sur le terrain, ce qui fait l'intérêt de l'engagement du réserviste, en général, si c'est juste pour le mettre à côté d'un téléphone et répondre ou travailler derrière un écran d'ordinateur, en général, ça ne mobilise pas beaucoup l'intérêt pour celles et ceux qui veulent s'engager. Il faut qu'on trouve la solution législative pour nous permettre d'armer les réservistes de la police nationale. Alors bien sûr, il faut, monsieur le sénateur, il faut du contrôle, il faut s'appuyer sur l'effectivité des images. Moi, je l'ai dit et je le vois avec les policiers. Aujourd'hui, les policiers n'ont pas peur du recours à l'image. Les policiers revendiquent de ne pas simplement subir les images de ceux qui viennent se coller contre eux avec un smartphone
On le voit dans des formes de provocation, espérant qu'un policier ou un gendarme disjoncte face à l'accumulation des provocations ou des projectiles qui sont lancés contre eux. Non, il faut que les gendarmes, les policiers s'équipent avec du matériel qui fonctionne. Là, je réponds un peu collectivement à plusieurs sénatrices et sénateurs qui m'ont interpellé. Évidemment, le matériel qui est aujourd'hui disponible, la police s'est équipée de plus de 10 700 caméras piétons. La gendarmerie avait peut-être senti les choses, on n'en a acheté que quelques dizaines, d'un matériel qui n'est pas fonctionnel. Un sénateur l'a dit tout à l'heure, pas d'autonomie de la batterie, difficulté à changer la batterie, difficulté à rentrer son numéro RIO, difficulté à l'accrocher de manière convenable aux vêtements dont sont équipés les policiers. Donc le président de la République a pris un engagement. Il veut 30 000 caméras piétons pour les policiers et les gendarmes au 1er juillet 2021. Le ministre de l'Intérieur, bien sûr, vous vous en doutez, a pris exactement le même engagement, mais le ministre de l'Intérieur le voit quotidiennement. Il interroge les policiers quand il les rencontre, qui lui disent ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est un matériel qui est complètement défectueux. Donc quand ce matériel est défectueux, évidemment, on ne s'en sert pas. Et on n'a pas forcément la disponibilité des images quand on voudrait en avoir besoin. Donc c'est la raison pour laquelle un nouveau marché public est en cours, qui puisse à la fois donner accès à du matériel qui soit performant, robuste, et dans la mesure où la loi évoluerait, en capacité de nous donner accès à d'autres fonctionnalités que celles auxquelles nous avons accès aujourd'hui, notamment le renvoi à distance. Et pour nous, ce qui est très important, c'est que quand des policiers sont isolés sur le terrain, qu'on ait la capacité de faire cette transmission de la caméra. Un policier en difficulté, la salle de commandement prend la main sur la caméra et voit immédiatement ce qui se passe, est en capacité d'envoyer des renforts, de donner les bonnes instructions. Donc ce sont des choses pour lesquelles les budgets sont déjà identifiés, les marchés sont en cours, et les engagements du président de la République et du ministre de l'Intérieur seront évidemment tenus. Et ce sera un instrument important du contrôle de l'activité des policiers. Les policiers n'ont pas peur de ce qu'ils font, les policiers sont fiers de ce qu'ils font. Donc tout ça passe aussi par un accès le plus large possible à l'image et que, je ne sais pas si on peut parler de guerre quand des manifestants agressent des policiers, mais enfin dans les confrontations qui nous opposent, il y a la confrontation de la violence physique, de la violence verbale, mais il y a aussi la confrontation des images dont on sait aujourd'hui la place qu'elle peut prendre. J'espère avoir, Monsieur le Sénateur, répondu à peu près à votre question. Donc c'est Monsieur le Sénateur Lecomte qui parlait tout à l'heure de ces images terribles et du problème de confiance pour les Français. Je crois y avoir répondu dans ce propos. Et avec, vous parliez des changements de management, de technique, la pression sur la politique du chiffre, qui pourrait avoir un impact négatif sur l'attitude des policiers sur le terrain. Je crois que le ministre de l'Intérieur a été clair là-dessus, et je le suis d'autant plus que je mets en œuvre les instructions qu'il me donne. Il n'y a pas aujourd'hui de politique du chiffre au ministère de l'Intérieur pour la police nationale. Mais comme le ministre de l'Intérieur le répète souvent, et ce n'est pas lui seul qui en exprime le besoin, moi aussi j'en ai besoin pour s'assurer de la mise en œuvre des politiques publiques déterminées par le ministre. On a besoin d'avoir de quelques références. On a besoin de savoir si le niveau de saisie de quantité de produits stupéfiants, là où sont arrêtés les trafiquants. Voilà, on a besoin de chiffres comme ça pour avoir des politiques de sécurité intelligentes. Donc on essaie de ne pas solliciter les services parce qu'il y a toujours aussi cette pression ce qu'on appelle, le mot, j'aime pas le mot, mais je vais l'utiliser quand même, du reporting, où on demande toujours plus pour essayer d'en savoir plus. Pas toujours d'ailleurs, parfois on perd de vue l'intérêt qu'il y a à demander ces informations. En tout cas, on oublie de dire d'arrêter, ce n'est plus la peine, on n'a plus besoin de ces chiffres. Mais on s'appuie sur les statistiques dont nous disposons aujourd'hui, notamment au travers du service de statistiques du ministère de l'Intérieur,
qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre de données qui nous aident à faire des choix de politique publique, à faire des choix aussi d'investissement, des choix d'affectation en termes de ressources humaines. Il faut peut-être mieux mettre des moyens là où on en a besoin que là où on arrive à faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Donc, oui, notre objectif, c'est de contribuer, monsieur le sénateur, à avoir une relation saine et apaisée avec la population. Madame la sénatrice, je vais tout de suite répondre à ce que vous avez évoqué par rapport à l'affaire de Magnanville. Je n'ai certainement pas fait référence à l'affaire de Magnanville, vous verrez dans le verbatim de mon propos, comme étant un moyen de justifier d'avoir recours à l'article 24 ou de pénaliser la diffusion de photos de policiers sur Internet. Je l'ai simplement placé en référence de ce que les policiers ont constaté comme étant un basculement décisif dans la manière dont on pouvait s'en prendre à eux. C'est-à-dire qu'ils ont compris, et avec une forme de stupéfaction, de sidération, qui, je crois, les touche profondément. Je suis allé dans les Yvelines, mais même en circulant ailleurs sur le territoire national, ils ont été sidérés par cet acte criminel absolu de ce couple égorgé en présence de leurs enfants. Voilà, on imagine toujours quand on s'engage dans la police qu'il y a une part de risque. Ce risque, on est prêt à le prendre, même si on n'est pas payé que pour prendre des risques. Mais qu'on soit en capacité d'être pris pour cible simplement parce qu'on est policier et d'aller jusqu'à vous chercher chez vous, je crois que ça, c'est un marqueur important dans l'état d'esprit général des policiers, et ça n'est certainement pas un argument pour justifier le recours à l'article 24 ou toute autre forme de pénalisation de la diffusion de photos sur Internet, donc qu'il n'y ait pas de malentendu dans la façon dont je me suis exprimé tout à l'heure, Madame la sénatrice. Donc vous avez repris quelques-uns des 7 péchés capitaux du ministre de l'Intérieur hier soir devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de la formation. Je l'ai indiqué tout à l'heure, on a une vraie difficulté dans la police à laquelle on doit s'atteler, c'est la question de la formation continue. Donc ça nécessite d'avoir des moniteurs, de les recruter, de les former, d'organiser et de faire en sorte que ces heures de formation auxquelles les policiers ont droit soient vraiment organisées et suivies au même titre que ce qu'on peut le faire pour le tir dans la police nationale. Vous avez dit pas assez de chefs sur le terrain. Pardon? Oui, vous l'avez repris. J'imagine que c'était pour me poser la question, ou alors je passe volontiers sur la question. Non, mais on sait bien que l'encadrement est une question importante pour toutes les activités opérationnelles. En l'occurrence, si on fait référence aux événements qui se sont produits ces derniers jours, il y avait de l'encadrement sur le terrain. Donc l'encadrement peut aussi parfois défaillir. Mais il est certain qu'on doit faire en sorte d'organiser, en toutes circonstances et en tout lieu, la présence de chefs qui assument la responsabilité des actions qui sont conduites sur le terrain. Sur la généralisation des caméras piétons, je vous ai répondu, je crois. Et sur le divorce entre la police et la population, je ne pense pas devoir revenir. Vous avez compris à quel point je suis... mais je ne le fais pas parce que je cherche à vous tenir un propos qui serait un propos convenu à l'égard de la commission des lois du Sénat. C'est parce que j'en suis, comme l'a rappelé un sénateur tout à l'heure et une sénatrice, est entièrement convaincu. Je ne pense que la situation n'est pas dégradée au point tel qu'il est décrit aujourd'hui dans certains espaces médiatiques. Vous avez posé la question de l'IGPN. L'IGPN est crainte dans la police. Elle fait la preuve, malheureusement, parce que ça traduit des manquements, la preuve de son efficacité. Comme l'a rappelé là aussi le ministre de l'Intérieur hier soir, c'est un service qui bénéficie de la confiance de l'autorité judiciaire, pas simplement du directeur général de la police nationale. Vous savez, on est dans une maison où on souhaite être irréprochable. Les infractions qui peuvent être commises et qui peuvent parfois nous déshonorer nous gênent énormément dans notre action au quotidien.
Et donc, notre objectif, c'est vraiment de rappeler à chacune et à chacun dans cette institution quelles sont les règles, d'être juste quand on sanctionne, mais d'être aussi sévère parce que l'exigence est forte vis-à-vis de nous. On sera d'autant plus sévère qu'on sera juste. Et l'IGPN fait un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles. Et dans tous les cas, le directeur général de la police nationale, il a besoin d'avoir à côté de lui un service d'inspection à qui il confie des enquêtes disciplinaires, à qui il confie des missions d'audit. Voilà, je pense que si demain ça devait être retiré au directeur général, comme on l'entend parfois dans les réflexions qui sont conduites à propos de l'IGPN, je serais certainement obligé d'en recréer une pour m'appuyer sur une capacité de management qui me paraît tout à fait automatique, c'est quand même de faire la police au sein de ma propre maison et de ne pas être dépendant d'une institution extérieure. Donc j'apporte mon soutien à l'IGPN et vraiment quand je vois que ce qui s'est passé place de la République, ce qui s'est passé dans le 17e arrondissement, on le ramène et on le résume à la question de l'IGPN, j'avoue mon incompréhension. Quand il y a le feu, on ne dit pas que c'est le problème des pompiers, on dit que c'est le problème de bien d'autres choses, mais ce n'est pas le problème des pompiers. Monsieur le sénateur, vous avez évoqué la question de l'outre-mer. Territoire sans doute insuffisamment valorisé dans la manière dont on parle de la police. C'est la raison pour laquelle j'ai créé auprès de moi la fonction de chef de la mission outre-mer, parce que j'ai tellement de choses à traiter que parfois je n'y accorde pas toute l'attention requise, et l'éloignement crée parfois un peu de décalage entre ce qui se fait outre-mer et ce qui mérite d'être valorisé. Et bien sûr, on doit aussi accompagner l'action de nos collègues policiers sur le terrain. J'ai été souvent en relation en visioconférence avec M. Cavier, le directeur territorial de la police. Comme vous l'avez dit, parmi les sujets auxquels les policiers sont confrontés, et la population, parce que je sais aussi que c'est le problème de la population là-bas, peut-être d'abord le problème de la population avant d'être le problème de la police, c'est la question des mineurs isolés, qui arrivent en nombre et qui sont souvent à l'origine et livrés à eux-mêmes pour commettre un maximum d'infractions et parfois à l'origine aussi de troubles à l'ordre public. On voit qu'il y a beaucoup de violences urbaines, je ne sais pas si on peut les qualifier pour Mayotte d'urbaines, de confrontations entre bandes, parfois de manière extrêmement violente, entre de très jeunes gens qui arrivent même à se tuer à coups d'armes blanches, enfin voilà. Donc nous y sommes très attentifs. Nous y sommes très attentifs pour la sécurité publique. Ce matin, le chef de la mission Outre-mer, c'est sa première mission. Il a été nommé le 2 novembre, sa première mission. Il est arrivé à Mayotte ce matin. Vous voyez que dans l'ordre des choses, nous sommes attentifs à ce que nos collègues de la sécurité publique bénéficient de tous les moyens disponibles, enfin de la DTPN. Et bien sûr que pour le contrôle aux frontières, qui est aussi un sujet important pour Mayotte, on soit en capacité, avec l'ancienne police aux frontières, maintenant c'est une direction qui dépend de la DTPN, on soit en capacité, avec des moyens nautiques, avec un centre de rétention administrative, avec des procéduriers, être en capacité de traiter le sujet des étrangers en situation régulière et d'être en capacité de raccompagner ces étrangers en situation régulière aux Comores, puisqu'en général, ils viennent tous des Comores. Donc vous pouvez être assuré de notre engagement sur ce territoire, sur tous les territoires ultramarins. On va faire un bilan, bien sûr, de ce qui se passe à Mayotte, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, avec des contextes très différents selon ces territoires. Et croyez bien qu'on va se donner un petit peu de temps, mais on voit bien aussi qu'il y a des urgences. Donc nous allons nous servir de ce qu'on a observé là-bas pour voir ce qu'il est possible de construire en métropole, mais aussi de nous poser la question d'étendre l'expérience des DTPN outre-mer aux autres territoires de l'outre-mer, Tahiti, Martinique, Guadeloupe, Réunion. Mais ça appartient bien sûr à la décision du ministre de l'Intérieur. Monsieur le sénateur, vous avez parlé des caméras piétons. Je crois avoir répondu un peu à la fois sur les échéances, sur l'appréciation que nous pouvions porter sur la qualité du matériel qui est aujourd'hui à la disposition des policiers. Donc nous ne sommes pas satisfaits du matériel. Sur la temporalité, si vous permettez, entre la promulgation de
Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les préconisations, par exemple, du Parlement me sembleraient extrêmement utiles pour l'exécutif et qu'on n'en a pas tout à fait tenu compte, quoi. J'en conclus que ce n'est pas une question qui me concerne, M. Sénateur. Non, c'est une appréciation. Pas directement. Vous avez bien compris, Monsieur le Directeur Général. Voilà, vous avez posé aussi une question, Monsieur le Sénateur, sur les moyens dont peuvent disposer les policiers pour faire face à des attaques de plus en plus violentes. La proportionnalité de la défense, c'est quoi exactement? Parce que quand on voit des gens arriver avec des barres de fer et des policiers qui s'enfuient, qui reculent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, de quoi disposent-ils réellement, puisqu'on leur a enlevé certains moyens de défense qui existaient au préalable? Et vous comprenez quand même que l'image qu'il y a ensuite dans la population, qui vous soutient, franchement, ce sont des gens qui vous soutiennent, elle est un petit peu, malheureusement pour la police. La police, du coup, apparaît comme des gens auxquels on ne donne pas les moyens de se défendre. Et je peux vous assurer que le peuple français, du moins dans sa grande majorité, est derrière vous à ce moment-là. Oui, Monsieur le Sénateur, j'en suis comme vous convaincu. Vous savez, il faut parfois se méfier de la manière dont les images renvoient à une situation. Et pour avoir quelques années de police derrière moi, et c'est ce que j'ai dit aux plus jeunes quand je les rencontre, il faut parfois savoir reculer pour emporter la bataille ou la victoire. C'est toujours une question de stratégie. Alors, il y a les équipements dont disposent les unités spécialisées de maintien de l'ordre. Il y a tout type de grenades lacrymogènes, de désencerclement. Il y a les canons à eau. Il y a l'adaptation de certaines unités à des types de maintien de l'ordre qui varient selon qu'on le fait à Paris ou à Laval, Monsieur le Sénateur, que je salue. Mais voilà, on n'est pas toujours dans la même situation. Et ce sont des sujets sur lesquels on travaille en permanence. Et il y a une réflexion en cours dont le ministre a parlé hier soir, mais je pense que tout le monde n'a pas saisi, peut-être parce que c'était très furtif, l'annonce qui a été faite. Mais on travaille en permanence à faire évoluer nos dispositifs pour les adapter à des formes parfois qui ressemblent à de vraies guérillas urbaines. On n'est plus dans les manifestants qui s'affrontent avec, d'un côté, on jette des pavés, même si c'était toujours très délicat à cette période. On est vraiment dans des individus rompus. Et je réponds à Madame la sénatrice qui évoquait tout à l'heure la nature de ces maintiens de l'ordre avec des individus qui sont parfaitement identifiés, qui connaissent les moyens de la police, les limites au-delà desquelles nous ne pouvons pas aller, les stratégies auxquelles nous avons recours, et qui s'adaptent vis-à-vis de tout ça. Pour eux, c'est une stratégie pensée. On les trouve à l'ultra-gauche, hein, vous le savez, je vais les nommer devant votre commission. Mais ils ont des camps d'entraînement, ils y réfléchissent, ils ont des formations, ils sont aguerris, ils n'ont pas peur d'aller au contact. Voilà, c'est une forme de guérilla urbaine à laquelle la police doit répondre. Et aujourd'hui, vous voyez par exemple, sur Paris, il y a des unités qui ont su évoluer pour s'adapter aussi au caractère agile de ces agitateurs. Qui s'habillent qui vont positionner leurs projectiles ou leur matériel 24 heures avant le début de la manifestation dans des halls d'immeubles, des endroits qu'ils vont pouvoir récupérer. Oui, ils vont pouvoir les récupérer si jamais des fouilles sont opérées avant donc ils pénètrent tranquillement dans le périmètre de la manifestation. Ils ont planqué leur matériel dans une cave quelque part, ils y ont accès, ils se changent, ils ont des sacs à dos. Une fois que ça commence à dégénérer, ils s'équipent, ils baissent les capuches tout en noir, ils ont des signaux de reconnaissance grâce aux réseaux sociaux, violence maximum, et une fois qu'on quitte la manifestation, on se débarrasse de tous ces vêtements et on peut rejoindre tranquillement, entre guillemets, la station de métro et échapper. Donc c'est effectivement très difficile pour la police de prévenir ce type de situation, mais sachez bien qu'on y travaille, nos services de renseignement sont mobilisés sur ces mouvances toujours très inquiétantes parce qu'elles n'ont d'autre objectif que de déstabiliser nos institutions, déstabiliser la République, essayer de nous faire basculer vers des régimes autoritaires. Et donc tout ça, la police sert de rempart face à des initiatives de ce type.
Madame la sénatrice, vous avez parlé de la question du suicide dans la police. Question éminemment douloureuse, qu'il est difficile de résumer à des chiffres. Un suicide, c'est toujours un suicide de trop. Vous avez rappelé les chiffres de l'année 2019, qui étaient des chiffres catastrophiques. Vraiment, je crois qu'ils nous ont tous touchés, hein, du sommet jusqu'à la base, quels que soient les métiers, les responsabilités. Parfois, on est dans une forme d'impuissance face à ces phénomènes qu'on essaie de comprendre sans pouvoir expliquer. Je pourrais vous donner les chiffres de cette année, qui pour le moment font diminuer de manière assez importante, puisque bon, vous disiez l'année dernière, c'est 59 suicides. À ce stade, c'est 31 de trop. Il y a une vraie volonté de mobilisation autour d'un plan de mobilisation contre le suicide, avec beaucoup de plateformes téléphoniques qui ont été mises en œuvre, qui permettent à chaque fonctionnaire qui le souhaite, qui se trouve en difficulté, ou à un collègue qui observe qu'un fonctionnaire est en difficulté, ou un chef qui observe qu'un fonctionnaire est en difficulté, de contacter nuit et jour, 7 jours sur 7, un dispositif de soutien qui va prendre en charge et qui sera en capacité, c'est déjà arrivé, d'orienter, même dans les situations les plus difficiles, vers une prise en charge médicale urgente. Il y a les services de soutien psychologique SSPO opérationnels, qui sont des psychologues en place au niveau central et au niveau territorial à l'échelle des zones, qui interviennent dans des situations particulièrement difficiles, notamment quand des policiers sont blessés ou pire tués, pour accompagner l'entourage professionnel et l'entourage familial. On se livre aussi cette année parce que je pense qu'il ne faut pas non plus considérer parce qu'on a de meilleurs chiffres qu'on a gagné la partie ou qu'il faut s'endormir sur nos lauriers. Donc on a confié à une société extérieure le soin d'auditer notre système de prévention contre le suicide. Voir ce qui marche pas, ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, mais je vous confirme que c'est vraiment un sujet, je le redis, douloureux pour la police et que nous avons pris à bras le corps. Monsieur le Président, vous avez gardé le meilleur pour la fin, si j'ose dire. Vous avez évoqué la question de la clé d'étranglement, effectivement, que vous aviez mis sur la table au moment où j'avais été auditionné devant votre commission. Le rapport de M. Loz a été rendu. J'en ai donné communication à M. le ministre de l'Intérieur, qui a souhaité, sur la base de ce rapport, que je puisse lui faire un certain nombre de propositions d'ici la fin de l'année. En vous disant ça, je ne vous parle pas du fond, je vous parle de la méthode, mais vous comprendrez que je ne puisse pas m'exprimer sur ce sujet avant que le ministre de l'Intérieur ne l'ait fait. Mais voilà, il y a un certain nombre de diagnostics, de constats qui ont été posés par un groupe qui était constitué donc à la fois, enfin qui était dirigé donc par le directeur départemental et composé de formateurs, de représentants des organisations syndicales, mais représentants spécialisés sur ce domaine des gestes techniques en intervention. Il y avait le médecin du RAID, un médecin légiste et des sportifs de haut niveau spécialisés dans les sports de combat. Il y avait un judoka de très haut niveau. Voilà. Et donc un rapport a été rendu qui... voilà, je ne veux pas prendre la responsabilité d'en révéler le contenu avant que le ministre de l'Intérieur ne l'ait fait. Voilà, Monsieur le Président, je pense... Merci, Monsieur le Directeur général, pour toutes ces précisions. Il me reste maintenant à lever la séance en vous remerciant des questions qui ont été posées et naturellement des réponses que vous y avez apportées. Il y aura sans doute d'autres occasions de pouvoir redébattre et peut-être que vous reveniez à l'occasion des textes qui se présentent à nous dans quelques semaines ou dans quelques mois. En tous les cas, bonne continuation.